Mesdames et messieurs, on se retrouve pour le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde pour les actualités hors de nos frontières avec nos invités déjà installés. Bonjour Martial, merci de répondre présent une fois de plus. Bonjour Maël, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Et en face de vous aujourd'hui, et pour les téléspectateurs également, une nouvelle tête sur ce plateau qui nous a fait le plaisir de répondre présent. Shaidat Mamankouta, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Maëlle, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes Miss Politique 2024. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, mesdames et messieurs, nous parlons de l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Nous en avons assez discuté. Nous allons revenir encore une fois de plus sur ce sujet en compte tenu de l'évolution de l'actualité et également du rôle de la communauté internationale dans la crise soudanaise. Alors, je reste avec vous pour commencer. Martial Akuete. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont officiellement présenté leur alliance sous le drapeau de l'AES. Quelle est la philosophie politique qui sous-tend cette union? Vous savez, le drapeau est un élément important, un élément symbolique qui, dans les relations internationales, a une portée très importante. Alors, le fait que les États constituant l'Alliance des États du Sahel décident d'adopter un drapeau unique, en commençant déjà par l'adoption d'un passeport pour l'espace de la Confédération des États du Sahel ou de l'Alliance des États du Sahel, veut démontrer certainement la volonté de ces acteurs à pouvoir progresser dans le cadre d'intégration que ceux-ci sont en train de proposer et qui s'inscrit dans une perspective de rivalité plus ou moins avec la CEDEAO. Alors, ces acteurs veulent montrer à la communauté internationale leur détermination. Cela s'est déjà manifesté à plusieurs reprises, mais ce qui a expliqué davantage le fait d'adopter un étendard pour l'Alliance des États du Sahel, c'est le fait que chacun de ces États ont à leur tête maintenant des autorités en quelque sorte légalisées. Parce que tout le monde en attendait, le Burkina Faso s'était réglé, il est devenu le président du Faso, il y a eu le congrès au Mali, les Maliens ont décidé quand même à travers les autorités de confier une certaine forme de légalité au régime en place. Et le dernier, tout dernier qu'on attendait tant, le congrès qui a réuni les autorités au niveau élevé de l'État quand il s'agit bien sûr du Niger. Et donc ces trois acteurs, en dehors de la légitimité démontrée par les populations à travers les manifestations de soutien, ont maintenant un statut de légalité. Qui peut bien sûr être remise en cause selon les acteurs. Alors à partir de ce moment, ils s'engagent davantage à faire du progrès dans le processus d'intégration. Merci à vous, Shaidat Mamankouta. Alors, doit-on y voir un rejet du modèle classique de la démocratie par les États les États du Sahel, la nouvelle alliance? Merci beaucoup Madame. Et je ne dirais pas que c'est un rejet, je ne parlerai pas de rejet, mais je dirais quand même que lorsqu'on a à la tête des hommes armés, la notion de démocratie peut être facilement mise en quarantaine sous couvert de la recherche d'une unité nationale et de la protection aussi des libertés. Mais toujours est-il que dans n'importe quelle gouvernance africaine, il faut juste prôner, et qu'est-ce que je vais dire? Il faut juste prôner la liberté, c'est-à-dire la liberté des individus, des populations, et aussi l'opportunité à la jeunesse. En tout état de cause, il faut juste quand même que la démocratie soit prônée. C'est ce que je pense. Merci à vous. Martial Akuete, l'AES évoque une volonté de démocratie adaptée aux réalités locales. C'est plus ça. Quels en sont les principes? Quand on parle, est-ce à dire qu'ils veulent parler d'une démocratie plus sécuritaire, plus souverainiste?
Oui, l'élan souverainiste est bien présent. C'est ce qu'il rejette essentiellement dans ce que nous appelons ou ce que vous avez appelé le modèle classique. Il y a cette volonté de s'émanciper à nouveau qui trouve pleinement son sens parce que nous avons vu les accords entre les États africains et d'autres États, les États partenaires des États qui, à un moment donné, ont été maîtres de ces territoires. Ces accords ne respectent pas une certaine forme d'égalité ou de parité. Et donc, il est devenu important aujourd'hui pour les États constituant l'Alliance des États du Sahel de mettre en avant cet élan souverainiste qui ne se constate pas seulement au niveau des États du Sahel. Nous avons bien sûr le Sénégal à côté. Nous avons également le Togo qui tient quand même des discours assez intéressants en termes de souveraineté, en termes de démocratie. Et la dynamique a changé un peu partout en Afrique et puis on observe un basculement donné. Et donc ce que je peux dire, la démocratie prônée par, encore qu'ils ne l'appellent pas démocratie forcément, mais eux, ils ont une priorité. Et cette priorité en l'état actuel des choses, est la priorité des populations, c'est la sécurité. À quoi sert la démocratie quand on ne peut pas protéger les populations des menaces sécuritaires? À quoi sert la démocratie quand nous sommes dans un partenariat où notre vis-à-vis gagne considérablement mieux que nous? À quoi sert la démocratie quand nous n'avons pas la possibilité de nous positionner sur des questions géostratégiques et géopolitiques d'intérêt pour nous sans devoir craindre des représailles venant de la part de certaines puissances qui techniquement domine notre économie, domine notre espace géographique et qui remet en cause notre souveraineté. Alors, pourquoi ne pas rebattre les cartes? Pourquoi ne pas décider aujourd'hui de s'unir et de rejeter cette forme de démocratie et beaucoup plus mettre l'accent? Le débat ne se trouve pas au niveau de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le peuple. L'intérêt est centré sur le peuple. Et donc, eux, ils ne sont pas venus pour théoriser à nouveau la démocratie, mais ils veulent agir dans l'intérêt du peuple. Et donc, cet intérêt du peuple se trouve au niveau sécuritaire si nous nous trouvons dans la région du Sahel et se trouve également au niveau économique. Et donc, si ces préoccupations sont solutionnées par les acteurs, les nouveaux acteurs, je pense que le problème ne se posera plus. Et quand c'est comme ça, les populations ne veulent plus savoir c'est quoi la démocratie. Les populations, leurs besoins sont satisfaits et puis ça passe. De l'autre côté, Madame Shahidat Mamakouta, ces trois États sont en train d'affirmer leur indépendance vis-à-vis de la CEDEAO. Cette posture peut-elle être viable concrètement? Bon, ce que tout Africain... Sachant qu'ils se sont retirés déjà de la CEDEAO. Ils se sont C'est comme on a l'impression de faire face à une compétition. À une compétition entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Et je rejoins aussi monsieur qui a parlé de démocratie. Il ne sert à rien de parler de démocratie quand les populations ne sont pas en sécurité et tout. Ils ne sont pas impliqués. Et je pense quand même que si les États de l'AES continuent, c'est-à-dire à solutionner, à vouloir que, c'est-à-dire la sécurité soit assurée et tout, je pense qu'ils pourront s'en sortir en se retirant de la CEDEAO. L'essentiel, c'est de pouvoir vraiment prôner la liberté, c'est-à-dire prôner la sécurité des populations. Et puis, parce que quand une population est libre, ça dit tout le monde est épanoui à l'épanouissement et tout. Donc, je pense Vous pensez que le bras de fer avec la CEDEAO pourrait pérenniser dans le temps? Bon, est-ce qu'il faut parler de pérennisation? Mais je ne parlerai pas de pérennisation, mais tout compte fait, s'ils arrivent quand même, parce que je dirais que c'est osé de pouvoir prôner l'indépendance parce qu'il veut être indépendant de la CEDEAO. Mais s'ils arrivent quand même à tenir, ça dit à tenir face à des difficultés, je pense que ça pourrait y aller. C'est possible qu'ils suppléent aussi à la CEDEAO? Bon. Pas évident.
part évident. Alors, oui, allez-y. Quelque chose par rapport à ce sujet, la question de la rivalité entre l'AES et la CEDEAO. Je pense que c'est un phénomène qu'on a observé beaucoup plus au début parce que vous voyez, la fièvre était assez présente, il y avait l'énergie et puis il y avait tout un contexte qui était favorable, les coups d'État qui se succédaient, la question principalement du Niger et la réaction de la CEDEAO par rapport à cette situation au Niger au point de menacer même avec l'outil militaire, ce qui a créé un tollé au sein de l'espace ouest africain, pas seulement dans ces pays. Et puis toute cette réaction, cette énergie favorisée plutôt par le contexte, je vois que cela s'apaise de plus en plus. Je dis cela parce qu'il y a des éléments qui nous permettent de l'affirmer. Premièrement, c'est la question de... ces trois États se sont retirés de l'AES, mais ont ouvert leurs frontières, ont laissé leurs frontières ouvertes pour la circulation des biens et des personnes sans exiger quelque chose de particulier. Même quand nous parlons du passeport de l'AES, nous avons constaté que les autorités ont dit les citoyens ont la possibilité, bien sûr, de modifier leur passeport à partir du 29 janvier ou de maintenir le passeport de la CEDEAO qui est toujours en cours de validité jusqu'à ce que cela expire. Et ces autorités n'ont pas exclu les échanges avec les États restants de la CEDEAO parce qu'on se retire théoriquement de l'organisation, mais c'est tout un espace géographique donné. Le Niger ne se déplace pas, le Togo, le Burkina Faso ni le Mali ne se détachent de cette région. Alors les relations vont continuer à être maintenues entre ces deux États, entre ces deux alliances, ces deux groupes qui se manifestent. Maintenant, il y a l'autre préoccupation qu'il faut évoquer, de l'alliance des États du Sahel qui est une alliance purement militaire compte tenu du contexte. L'on est passé à un cadre d'intégration qui représente la Confédération des États du Sahel. Et puis, le drapeau, c'est pour cette confédération unie et qui a un président. Il s'agit du général Assimi Goïta désormais. Et dans ce cadre de confédération, on se demande bien sûr si le modèle peut avancer, si le modèle peut marcher. Qu'est-ce qui nous amène à nous poser cette question? La confédération, c'est quelque chose d'assez défini et clair. Vous devez devoir abandonner une certaine partie de votre souveraineté au profit de cette confédération. Et en intégrant en étant membre de la confédération de l'AES, en général, c'est que chaque pays en fait laisse une partie de sa souveraineté nationale justement au profit de cette confédération. Et ce n'est pas seulement de laisser une partie de sa souveraineté, c'est même une grande partie de la souveraineté parce que le modèle de confédération que nous avons aujourd'hui, c'est bien sûr la confédération suisse. Et puis il y a un gouvernement central. Donc il faut pouvoir trouver le gouvernement central et les autres entités qui vont former une sorte d'État unitaire. Et sur cette question, il faut savoir où serait la capitale, qui sera le président de cette confédération au sens strict du terme, parce que là on parle de confédération, mais quand nous allons dans le fond de compréhension de cette terminologie en termes de relations internationales et de diplomatie, c'est quelque chose de bien défini, mais le problème va se poser, lequel de ces militaires serait prêt à se soumettre à l'autre? Et puis jusqu'à présent, nous n'avons pas constaté cette dynamique. Les trois évoluent seulement en tant qu'organisation, un peu comme la CEDEAO, mais pas vraiment en tant que confédération au sens propre du terme. Et pour l'instant, on peut dire que l'idée de la confédération, telle que cela est défini théoriquement, ce n'est peut-être pas cette vision que ces pays ont de la confédération. Et à partir de ce moment, ça ne serait plus une confédération comme nous la connaissons, mais ça devait être une confédération qui serait théorisée maintenant par ses acteurs et ça va faire objet de réflexion. Nous sommes en train d'aller alors vers une véritable fédération sahélienne. Oui, justement, c'est vers cela que nous tendons. Une fédération, c'est même une fédération même.
Non. Substituer à la CEDEAO? Non, pas substituer à la CEDEAO ni renverser la CEDEAO, mais une entité entière, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui constitue une seule entité, pouvant faire partie de la CEDEAO, mais ce qu'il faut exclure pour l'instant, mais étant un État ensemble qui mènerait les activités de façon conjointe. Quand il faut intégrer une organisation internationale, c'est la Confédération de l'AES, la Confédération des États du Sahel, qui prend une position unique, bien sûr sur les questions d'ordre géopolitique et pour les questions sécuritaires, la politique étrangère également. Tout est unifié et orienté dans un même sens. Il ne doit pas y avoir de divergence. Une fois que ces divergences vont commencer à se faire manifester, alors nous devons nous inquiéter de ce modèle développé par ces acteurs et de la fiabilité, de la durabilité dans le temps de cette Confédération des États du Sahel. Merci. Alors, avant d'en venir au second sujet, Shahidat Mama Kouta, est-ce qu'on peut y voir également un rôle stratégique de la Russie, de la Chine dans cette alliance? Bon, on peut y voir. Oui, selon moi, on peut y voir. Et même de la Turquie en ce qui concerne les ressources de ces pays. Oui, on peut y voir. Mesdames et messieurs, à présent, nous parlons du rôle de la communauté internationale dans la crise soudanaise, absence ou inefficacité. Je reviens à vous, Massial Akuete. Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide FSR a provoqué une catastrophe humanitaire ces derniers jours. Et pourquoi la communauté internationale peine-t-elle à mobiliser une réponse coordonnée et efficace face à cette situation? Permettez-moi de rectifier quelque chose dans ce que vous avez dit. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons cette catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe humanitaire qui dure depuis le 6 avril, bien sûr, 2021. Et personne n'en parle vraiment comme cela se doit. On se demande pourquoi est-ce que la communauté internationale peine à trouver une solution ou à être efficace sur la question. Il faut déjà commencer à comprendre c'est quoi cette communauté internationale. Qu'est-ce que nous mettons dans la communauté internationale? La communauté internationale prise de façon générale, de façon globale, ce sont ces États assez influents, le groupe de ces États influents en mesure de pouvoir changer les équilibres géopolitiques et de pouvoir orienter complètement le monde dans un sens donné ou dans un autre sens. Et c'est cela que nous appelons la communauté internationale de façon générale. Maintenant, quand nous venons à la communauté internationale de façon beaucoup plus rapprochée pour ce qui est du conflit au Soudan, c'est bien l'Union africaine qui est NDC. Et dans ces deux cas, l'absence ou l'inefficacité est respectivement affectée à chacun de ces deux conceptions de la communauté internationale. Pour ce qui est de la communauté internationale de façon générale, elle est absente, ça c'est sûr, parce que les grands États, les États-Unis, la Chine, la Russie ou plusieurs autres États n'ont pas manifesté un intérêt réel à l'endroit de ce conflit. La preuve la plus palpable, c'est que nous ne constatons pas la manière dont il faut traiter de ce sujet sur les médias internationaux, encore que l'Afrique n'a pas vraiment de médias assez puissants pour faire entendre sa voix. Nous avons vu quand la Russie a, entre griffes, attaqué l'Ukraine, nous avons vu les réactions, nous avons vu les tollés, et depuis ce moment jusqu'à actuellement, cette question ne manque jamais d'être abordée sur les plateaux télévision à l'occidental. La question bien sûr du Hamas, depuis que ça a commencé le 7 octobre, les acteurs internationaux sont largement impliqués. Aujourd'hui, on est arrivé à obtenir un accord de cessez-le-feu. On se demande si l'accord sera maintenu ou pas. Il y a une certaine véritable implication de ces acteurs. Et ces acteurs, c'est qui? C'est les États-Unis, c'est l'Europe, c'est la Russie. La question le conflit entre la Russie et l'Ukraine, aujourd'hui, c'est la question prégnante. On est en train de régler déjà cette problématique. Et puis, pour le Soudan, mais où est-ce que vous entendez les États-Unis, la Russie mettre l'accent dessus, en s'intéresser à cette préoccupation de façon assez intéressante? Donc, d'où l'absence de la communauté internationale de façon générale. Mais pour ce qui est de l'Union africaine, c'est une inefficacité parce que l'Union africaine a besoin de moyens.
on va y revenir, j'y reviens tout à l'heure. Alors, Shahidat, une absence justifiée selon vous? Je ne parle pas d'absence justifiée. Je vais rejoindre monsieur quand il a parlé d'intérêt. Lorsque nos États, lorsque la communauté internationale sent que ses intérêts ne sont pas menacés, elle est toujours absente. Imaginez une Amérique touchée et la communauté internationale va surgir. Il y aura des réglementations, il y aura tout ce qu'il faut pour qu'il y ait stabilité. Mais déjà qu'il ne manifeste aucun intérêt au Soudan et tout, c'est ça qui justifie, c'est l'absence d'intérêt qui justifie l'absence de la communauté internationale. C'est ce que je peux dire. Merci. Alors, je reviens sur la question que vous voulez déjà aborder. L'ONU et l'Union africaine ont tenté plusieurs médiations, mais sans réel impact. Quelles sont réellement les limites de leur approche? Pour ce qui est de l'Union africaine, comme je l'abordais déjà, l'Union africaine a besoin de moyens pour pouvoir agir efficacement par rapport à ce conflit. Et les moyens viennent d'où? Les moyens viennent de ces grands acteurs au niveau de la scène internationale, constituant la communauté internationale de façon globale, de façon générale. Et une fois que ces États ne sont pas intéressés à la résolution, ne sont pas intéressés pour la résolution du conflit. Je veux bien préciser, ils ne sont pas intéressés pour la résolution du conflit. Mais pour ce qui est de savoir s'ils ont des intérêts là, oui, ces États ont suffisamment d'intérêts en termes de minerais stratégiques et de toutes autres sortes d'intérêts qui ne sont pas actuellement menacés. Donc, à partir du moment où ces intérêts commencent à être menacés, alors on peut assister à une réaction de leur part. Mais une fois que cela n'est pas menacé, alors la résolution du conflit, on fait de la diplomatie apparente. Bien sûr, il faut réagir par rapport au conflit qui a lieu, il faut faire des déclarations, mais on n'agit pas concrètement pour arrêter ce qui est en train de se passer. Même les puissances internationales qu'on retrouve souvent impliquées dans les conflits sur la question soudanaise, on les voit très peu, ils sont rares, ils se font rares. Ils sont là présents en assurant la défense de leurs intérêts. Et il faut dire que certains États, ces grands États dont nous parlons, ont aussi un problème de contexte. La Russie est impliquée dans un conflit depuis 3 ans où elle emploie suffisamment de ressources, de ressources naturelles ou quand même une capacité importante de dépenses en matière de ressources. Et non seulement cela, la Russie est suffisamment sanctionnée. Et donc, les marges de manœuvre de la Russie par rapport à la résolution de ce conflit sont en quelque sorte limitées. Je dis bien en quelque sorte parce que si la Russie sent vraiment son intérêt menacé dans la région, alors la Russie va trouver tous les moyens d'agir. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis, les États-Unis sont davantage préoccupés par, sous la présidence de Joe Biden, bien sûr, par le conflit entre Israël et le Hamas et bien sûr le conflit en Ukraine. Mais aujourd'hui, le nouveau leadership que nous avons à la tête des États-Unis ne veut pas s'impliquer dans des conflits, que ce soit un conflit africain ou un conflit ailleurs. Donald Trump veut finir avec le conflit entre Israël et le Hamas, termine déjà avec la question de la Russie et de l'Ukraine et ne veut pas soutenir militairement des guerres un peu partout dans le monde. Et donc, dans ce contexte, nous voyons que les États-Unis se mettent en retrait pour ce qui est de la question soudanaise, ce qui n'intéresse pas fondamentalement le président Donald Trump. Et donc, ce jeu fait que l'Union africaine reste inopérante et par ce fait, l'ONU également, essentiellement le Conseil de sécurité, qui est à plusieurs reprises divisé sur les questions de résolution de conflits. Alors, est-ce que cette absence de réponse affaiblit la crédibilité des institutions internationales? Oui, je dirais que ça affaiblit en quelque sorte. Ça affaiblit en quelque sorte parce que lorsqu'il y a un problème, on cherche toujours une solution. Mais lorsqu'on ne trouve pas la solution, quel que soit ce qui manifeste cette absence de solution, on pense immédiatement à une inefficacité. Donc moi, je pourrais dire que ça, c'est une inefficacité et c'est assez sensible, je dirais, oui.
Je vais ajouter que cette inefficacité, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, exactement. Les organisations internationales comme l'ONU, essentiellement son Conseil de sécurité, l'Union africaine, doivent être dirigées en quelque sorte par des acteurs en mesure d'orienter toute l'organisation dans une position donnée. Je veux dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été efficace dans le passé parce que les États-Unis avaient le leadership. Il y avait une influence assez considérable des États-Unis. Et puis, en ce moment, quand les États-Unis ne sont pas d'accord, le Conseil de sécurité des Nations agisse. Quand les États-Unis trouvent qu'il faut agir, le Conseil de sécurité des Nations Unies agisse. Mais aujourd'hui, il y a eu cette fragmentation de la puissance au sein de ce Conseil de sécurité, l'émergence des BRICS qui crée une nouvelle sorte d'équilibre en termes d'économie et en termes de rivalité par rapport aux autres puissances, et la Russie également qui joue son jeu et qui ne vote plus forcément dans le même sens que les États-Unis. Il en est de même pour l'Union africaine. Alors pour finir rapidement, Martial Akwete, face à cette impuissance apparente, le Soudan peut-il espérer une issue réelle, une issue politique à cette situation? Oui, bien sûr, et c'est l'issue politique qui est surtout recommandée, mais il faut devoir compter sur les Soudanais eux-mêmes et pas forcément sur la communauté internationale. Les Soudanais doivent comprendre à partir de ce moment qu'ils doivent fondamentalement régler le problème soudanais par eux-mêmes. Donc après de longues périodes de conflits, après que ces populations se soient se soit détruit d'une certaine manière, il faut enfin trouver le moment pour faire le dialogue et pour mettre en place un Soudan stable économiquement, stable politiquement, parce que ça date de très longtemps, et stable militairement également en termes de sécurité, parce que c'est une région qui est en proie au terrorisme. Alors c'est ce que nous allons recommander essentiellement aux autorités soudanaises, et c'est quelque chose qui vient toujours. Dans un conflit, nous avons vu, exemple simple, c'est le conflit entre Israël et le Hamas. Israël s'est défoulé pendant un bon bout de temps, le Hamas également, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le fait que ces deux acteurs qui ont refusé les négociations dès le départ arrivent à s'entendre, et de part et d'autre, la discussion continue d'avancer. Donc il faut espérer ce genre de situation pour le Soudan, et puis ça ne va pas tarder à venir. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin, Shahidat Mama, c'est déjà la fin. On aurait bien voulu prolonger, mais le temps donné, il est déjà imparti. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à nos programmes à Dimanche, c'est politique, et également à cette rubrique 26 minutes en Afrique et dans le monde, tout hors de nos frontières. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte IS ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin, et via notre application iOS et Android que vous pouvez télécharger, et toujours en direct du studio François Xavier Noumon. On se dit à dimanche prochain.